Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Iway wer gi yaram ne leen wér iway wer gi yaram. Waaw, asalaamaaleykum. Bon, me présenter d'abord, c'est Pape Biram Diouf, moi secrétaire exécutif du CDS, du centre de santé Annette Mbaye Derneville. Tey li ñu fi dajale di rencontre boo xamante ne bon échange la entre suñu ay médecins spécialistes yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk fii ci centre de santé bi ak spécialistes yi nga xamante ne ñoom aussi ñoom ñoo fi intervenir. Tey ñuy daje ak docteur Ndour di ORL ci centre de santé bi. Bon xam naa ne tey waxtaan bi dafay jël juste ci ñoom ñooy échanger waxtaan seen biir ba xam pour nan la ñuy mën a assurer une bonne prise en charge des patients xam aussi ci côté référence beex maanaam ñu gën a leeral gën a sottinte xalaat kenn ku ci ñu waxtaan ba xam ci li nga xam ne moom la ñu war di patients yi nga xam te ñoom lañ leen war di yónnee parce que médecin généraliste bi booy xool en quelque sorte dafa mel ni moom mooy trier pour les spécialistes parce que nit ki dina ñëw ak jàngoro bu ñëwee ci centre de santé bi rek lay jëm léegi moom bu ñëwee gis médecin bi parfois médecin bi mën na gis ne kat kii jàngoro bi mu fi indi spécialiste sàngam moo ko war a faj su mel tey ji nga indi ci loo xam ne malade bi mën noon na bañ a xam ne ORL moo ko war a faj moom dina ko orienté yóbbu ko jox ko pour mu dem gis ci ORL mu defal ko consultation pour que prise en charge yi mën a yor ba malade bi mën a dellu ci sagom. Tey nag ñuy dalal docteur Ndour di remercier aussi ci initiative parce que tey ku ne xam tey samedi la tey bésu samedi la kenn ku ci nekk waroon toog sa kër mais dañuy bàyyi ginnaaw seen garde yi ñu ngi ñëw toog fii pour assister séance bi ñu di ko ànd ci centre de santé bi ànd ko ak le comité de développement sanitaire nga xamante ne moom moo ñëw pour appuyer ko léegi ñu ngi leen di dalal di leen wax ne itam engagement bi lii dafay wane rek ne pare ngeen pour liggéey pour gën a yokk seen xam-xam ngir mën a jël assurer prise en charge pour patients yi surtout ñi nga xam te mooy ñu ci la population wakamoise aussi en quelque sorte. Aussi faut aussi que ñu préciser que ne ce n'est pas seulement à la population wakamoise mais centre bi centre Sénégal ñëpp la centre àdduna bi yëpp maanaam bépp doomu aadama bu fi ñëw incha allah dinañ la assurer prise en charge bi ci war. Ñuy remercier les médecins généralistes du centre de santé aussi docteur Ndour di la sant aussi di la gërëm ci teewaay bi engagement bi aussi parce que tey mënoon nga wax ne non damay ñëw def sama liggéey su ma consulté su ma paree dem na mais comprendre nañ ne formation bi aussi lu ci am solo la. Parce que dafa laaj parfois ay peut-être mise à niveau renforcement de capacité tey nga engagé wu ñëw ànd ak ñun ci liggéey bi ñu ngi ci remercier di leen dalal di wax ne ñun le CDS ñu ngi seen gannaaw ci lépp lu nga xamante ne war nañ leen ci appuyer ak bépp moyen boo xamante ne war nañ ko indi pour que yéen seen jumtukaay mën a mat ngir mën a assurer nit ñi maanaam faj bi nga xamante ne moo ci war maanaam mooy prise en charge bi di leen remercier te xam naa di leen dalal di leen bàyyi ngeen tàmbali liggéey bi. Nous remercions tout d'abord Pape, président du CDS, qui nous a permis aujourd'hui peut-être de se rencontrer entre acteurs de santé pour pouvoir partager entre nous, discuter sur une pathologie, bien sûr quand même un ensemble de pathologies ORL. Et une rencontre qui s'inscrit dans le cadre d'échanges, tu vois, donc de partage de connaissances pour au moins améliorer la prise en charge des malades. Donc sur ce, Pape, nous vous remercions de l'accompagnement. Donc c'est-à-dire que vous avez quand même mis en place un système, tu vois, qui nous a permis au moins de se rencontrer pour pouvoir discuter entre nous. Mais aussi je remercie mes collègues médecins qui sont là et qui sont aussi engagés comme nous et qui sont aussi prêts, tu vois, à améliorer la prise en charge des malades.
Donc c'est dans ce cadre-là que la rencontre a été quand même initiée et qu'il s'agit aussi d'une belle initiative parce que non seulement, même si c'est pas, tu vois, dans le domaine juste de la prise en charge des malades, mais c'est aussi quand même bon en tant qu'acteur de santé qu'on puisse des fois se rencontrer, échanger, partager aussi quand même des connaissances. Et comme vous l'avez aussi dit tout à l'heure, des fois aussi quand même essayer de mettre mise à niveau parce que comme on dit, personne n'a le monopole du savoir. Donc c'est un grand plaisir quand même pour nous de discuter avec vous aujourd'hui sur les infections ORL. Donc c'est une pathologie qui est quand même très large, tu vois. Donc d'ailleurs quand on voit le titre, on en dit juste panorama, c'est-à-dire qu'on va survoler. Donc et je sais qu'aussi on ne pourra pas quand même vous dire des choses que vous ne connaissez pas. Donc peut-être c'est juste quand même des rappels, tu vois, juste aussi pour qu'on puisse bien orienter aussi les malades. Parce que comme aussi Pape l'a dit tout à l'heure, donc ORL c'est une spécialité, tu vois, qui est très pointue. Donc à la limite des fois même méconnue du personnel médical. Donc n'en parlons plus maintenant, donc la population. Les malades, c'est très rare, c'est-à-dire qu'ils viennent donc d'emblée, en tout cas, premier truc au niveau du service d'ORL. Donc, et d'ailleurs, quand vous constatez même, il y a des infections, tu vois, qui sont quand même typiquement ORL, mais que la population ne considère même pas comme une infection. Tu vois, donc par exemple, un exemple, SOD, donc les gens pensent que vraiment, pour ça c'est quelque chose de banal, c'est pas quand même une infection, peut-être nit di ci dem hôpital. Alors que pourtant, au-delà quand même de SOD, il y a quand même d'autres choses. Donc c'est quand même un pourvoyeur aussi d'autres infections. Donc c'est ce qui fait que, comme c'est vous qui recevez les malades en première intention, c'est-à-dire que première ligne, avec leurs symptômes, leur diagnostic, donc il y a peut-être des cas où il y a des infections, peut-être maintenant donc ORL qui mériteraient maintenant orienter, tu vois, par l'ORL pour qu'ils puissent maintenant évaluer la pathologie. Donc c'est dans ce sens-là que nous avons initié aujourd'hui cette rencontre. Donc en guise de plan, nous avons proposé quand même ceci, c'est-à-dire que le plan, on va d'abord parler des infections, donc comme vous le comprendrez, il y a des infections aiguës, il y a aussi des infections chroniques. Mais ce qui nous intéressera plus aujourd'hui et là où on va mettre le focus, c'est sur quand même les infections aiguës. Et les infections donc, aiguës, on va parler en premier lieu des pharyngites aigus. Et dans les pharyngites donc, aigus, parce que le pharynx, c'est quand même un conduit musculo-membraneux qui va de la base du crâne jusqu'au niveau de 6e vertèbre cervicale. Donc, il est constitué d'un ensemble quand même d'éléments qui peuvent être infectés, soit une infection virale, soit aussi une infection bactérienne, ou bien une infection même parasitaire ou une infection fongique. Donc on parlera d'abord des angines, communément appelées peut-être les amygdales aiguës, la rhinopharyngite aiguë, la laryngite donc aiguë. Et après aussi on va parler un peu des infections otologiques, donc les otites moyennes aiguës, les mastoïdites, les infections aussi cervico-faciales, peut-être des fois qu'on rencontre en tout cas le plus à l'hôpital. Donc les cellulites cervico-faciales, une parotidite aiguë, une sous-maxillite aiguë, une adénite, un abcès cervical. Mais en plus aussi, on va terminer par les infections rhinologiques, donc une ethmoïdite, une sinusite, une rhinosinusite aiguë. Et on va quand même parler un tout petit peu des infections chroniques. Donc pour ce qui est des pharyngites aigus, donc une amygdalite aiguë, là il faut aussi comprendre que les amygdales, donc c'est pas quelque chose quand même qui est pathologique, le terme quand même amygdale. Donc c'est des tissus lymphoïdes, tu vois, qui sont implantés en tout cas un peu partout au niveau de l'oropharynx et même au niveau de la cavité buccale, donc qui constituent ce qu'on appelle l'anneau de Waldeyer. Donc un tissu lymphoïde, on le retrouve au niveau de l'oropharynx, au niveau de la paroi latérale. Donc ils sont aussi au niveau de la base de la langue, mais aussi au niveau du cavum. Donc tout cet ensemble-là de tissus lymphoïdes qui joue un rôle de défense, donc parce qu'il appartient au système immunitaire, surtout chez l'enfant. Donc c'est ce qu'on appelle l'anneau de Waldeyer. Donc ces infections sont aussi appelées les infections des maladies d'adaptation. Donc après la naissance, l'enfant est en contact avec l'environnement. Donc qui dit aussi environnement va parler des particules, soit virales, soit bactériennes. Et que soit par la respiration et aussi par la bouche,
Donc l'enfant ou bien la personne va contracter ces germes, tu vois, et qu'au niveau maintenant donc des amygdales palatines, donc il doit y avoir donc un système de défense. Donc ce qui fait que en termes, on dira peut-être qu'il y a vraiment une bataille avec les soldats et les agresseurs. Donc du coup maintenant donc il doit y avoir maintenant donc une hypertrophie, c'est-à-dire une augmentation. Maintenant cette augmentation et cette inflammation va constituer maintenant donc l'infection au niveau des amygdales. Et sur le plan clinique, nous avons quand même quatre types d'angines. Tu vois qu'il y a l'angine érythématopultacée, comme on le voit au niveau de la diapositive. Donc ça, c'est des enduits blanchâtres, tu vois, qui sont au niveau de la face externe de l'amygdale. Et on voit aussi une hypertrophie, une inflammation des amygdales palatines. Donc là, c'est la luette, ça, c'est la langue. Ça, c'est les angines érythématopultacées. Donc, à côté de ces angines aussi érythématopultacées, nous avons aussi des angines qui sont pseudomembraneuses, où il y a un dépôt quand même de membrane qui est nacré, qui est aussi nécrotique, qui se forme tout autour, qui entoure l'amygdale palatine. Et le plus souvent, les angines pseudomembraneuses sont causées par ce qu'on appelle la mononucléose infectieuse. Donc c'est le plus souvent le germe, c'est le Epstein-Barr donc virus qui est responsable de ces angines. Et qu'en plus de la symptomatologie, peut-être on va en revenir, il y a peut-être la douleur, il y a aussi les adénopathies. Mais il y a aussi à côté de ces deux types les angines ulcérées. Donc les angines ulcérées, donc le plus souvent c'est unilatéral, parce que là on l'a constaté le plus souvent dans les angines érythématopultacées ou bien aussi dans les angines pseudomembraneuses que c'est bilatéral. Donc c'est les deux amygdales palatines qui sont atteintes et qui sont infectées soit par le virus, soit aussi par une bactérie. Donc si c'est maintenant donc une angine qui est ulcérée, donc le plus souvent c'est une angine qui est unilatérale, donc avec des ulcérations, et qui fait des fois aussi quand vraiment confondre à une granulomateuse, que ça soit quand même une tuberculeuse, que ça soit aussi quand même une syphilis, ou bien aussi à un cancer aussi de l'amygdale. En plus maintenant, il y a aussi dernièrement les angines vésiculeuses. Donc au niveau des amygdales maintenant donc palatines, vous allez voir des vésicules. Et maintenant donc ces vésicules-là peuvent peut-être même dépasser ou bien intéresser aussi d'autres structures, c'est-à-dire que ça peut prendre quand même le voile, ça peut prendre aussi la luette, donc ça peut prendre aussi la cavité buccale. Et ces angines vésiculeuses sont le plus souvent d'origine virale. Donc, les angines, la cause, dans 80% des cas, c'est viral. Maintenant, dans 20% des cas, c'est aussi bactérien. Et le germe le plus souvent incriminé, c'est le streptocoque bêta-hémolytique du groupe A. Maintenant, cliniquement, c'est un peu difficile, c'est-à-dire de faire la part des choses entre une angine d'origine virale et une angine d'origine bactérienne. Mais néanmoins, il y a peut-être des signes qui sont en faveur d'une telle ou bien d'une autre. Donc quand vous avez une angine, d'ailleurs la symptomatologie qui est commune à toutes ces angines, c'est que du fait qu'il y a une inflammation au niveau de l'oropharynx, donc il y a une odynophagie. Donc au moment du passage du bol alimentaire, donc ça va être douloureux. Donc il y a aussi une notion de fièvre. Voilà, donc ça c'est des signes qui sont quand même communs à quel que soit le type d'angine. Maintenant, pour faire un petit peu la part des choses entre une angine qui serait d'origine virale et une angine qui serait d'origine bactérienne, en plus de ces signes-là, s'il s'agit quand même d'une angine d'origine virale, on peut avoir d'autres signes associés, c'est-à-dire que quand vous avez une toux, quand vous avez aussi une rhinopharyngite, quand aussi la fièvre n'est pas trop élevée, tu vois, ça fait penser à une angine d'origine virale. Maintenant, si c'est une angine d'origine bactérienne, la fièvre est très élevée, donc il n'y a pas de notion de toux, il n'y a pas une notion de rhinopharyngite. Donc, c'est quand même une inflammation qui est là, hyperalgique, tu vois quoi, de l'amygdale palatine. Mais aussi, autant on utilisait ce qu'on appelle un score de McISA qui permettait aussi quand même, en fonction du résultat, si c'était supérieur à 2, on disait que peut-être que c'est d'origine virale. Ce qui n'est pas très courant, c'est-à-dire que c'est les examens peut-être complémentaires qui ne sont pas quand même très courants en pratique. Donc, mais des fois qui peuvent aussi quand même aider à retrouver une étiologie. Donc il s'agit du prélèvement de gorge, il s'agit aussi de tests diagnostiques rapides. Donc c'est des outils diagnostiques qui permettent aussi quand même d'aider les cliniciens à se retrouver sur le plan diagnostic étiologique.
Mais ce qui est aussi essentiel dans ces infections amygdaliennes, c'est aussi quand même les complications, parce que les amygdales sont pourvoyeurs aussi de complications. Et dans les complications, donc il y a des complications locales et des complications générales, comme toute pathologie infectieuse. Dans les complications locales, donc la première complication, c'est le phlegmon périamygdalien. Donc le phlegmon périamygdalien n'est rien d'autre qu'une collection purulente qui est entre l'amygdale et les piliers antérieurs. Et sur le plan symptomatologique, donc vous allez recevoir que là, en tout cas, le patient va ressentir quand même une douleur très intense, donc il ne peut pas quand même avaler. Tu vois, il y a une voix, ce qu'on appelle une voix de chaude, comme si la personne avait quand même une patate chaude dans sa bouche. Voilà, et puis maintenant, la luette aussi, elle est œdématiée, elle est aussi quand même déviée du côté contralatéral. Donc c'est ça quand même les signes du phlegmon périamygdalien. Mais ce phlegmon aussi périamygdalien là, s'il n'est pas bien traité ou bien si aussi il est maltraité, donc avec les espaces parapharyngés, les espaces cervico-faciales, donc qui sont en communication entre eux et qui sont juste séparés que par des feuillets, tu vois, qu'à part de la pronévrose. Donc l'infection peut quitter le phlegmon, en tout cas le phlegmon périamygdalien, et va vers ces espaces-là et on aura des suppurations profondes du cou, donc qui constituent aussi des fois quand même des urgences. Mais en plus aussi de ces complications locales, ça peut donner quand même des septicémies, ça peut donner aussi quand même des thromboses, tu vois quoi, parce que des emboles septiques peuvent aussi quitter au niveau de ces régions-là et vont vers les vaisseaux et ça va aussi amener des complications qui sont beaucoup plus graves, des septico-occipiémies. Donc ça, c'est les complications des amygdales. Maintenant, sur le plan thérapeutique, il y a deux volets. Donc il y a un volet médical et un volet aussi chirurgical. Donc le volet médical, c'est juste peut-être si on pense quand même que c'est une cause bactérienne, donner des antibiothérapies et maintenant aussi donner un antipyrétique et un antalgique. Donc si c'est une infection virale, donc ça ne nécessite pas quand même un traitement spécifique, donc de mettre une antibiothérapie. Seulement quand même on peut mettre un traitement symptomatologique, tu vois, gérer la douleur, gérer aussi quand même la fièvre et au bout comme de quelques temps, l'infection doit peut-être disparaître. Mais le problème qu'on a, c'est que comme on a des difficultés pour pouvoir dire que effectivement c'est d'origine virale ou bien c'est d'origine bactérienne, donc on est obligé de mettre nos malades sous quand même antibiothérapie. Et l'antibiothérapie de première intention, c'est l'amoxicillin clave. Donc c'est l'amoxicilline qui est l'amoxicillin clave qui est recommandé pour traitement de première intention. Mais cette systématisation de mettre une antibiothérapie, en tout cas surtout dans nos contextes, c'est le fait que le streptocoque bêta-hémolytique du groupe B est pourvoyeur aussi d'autres complications. C'est-à-dire que s'il n'est pas bien traité, on peut avoir le rhumatisme articulaire aigu, on peut avoir aussi l'infection au niveau du cœur, donner quand même des cardiopathies, l'angiopathe, et puis en plus aussi au niveau du rein, donner aussi de la glomérulonéphrite aiguë. Donc c'est ce qui fait que pour maintenant donc prévenir et éviter ces complications qui sont dramatiques, on met une antibiothérapie. Et même si peut-être on n'a pas quand même la confirmation que c'est d'origine bactérienne. Maintenant, le traitement chirurgical, donc c'est en fonction quand même des indications. Donc c'est pas aussi quand même toutes les angines qu'on doit aussi opérer, mais il y a des indications qui sont posées. Donc une fois que vous recevez peut-être un patient ou bien en tout cas un enfant qui fait des angines en tout cas à répétition, et le terme aussi à répétition a évolué. Tu vois, donc au début, on disait que si c'était quand même 3 épisodes d'angine par année, tu vois, mais dernièrement, on a aussi quand même parlé, même s'il y a aussi toujours une discussion là-dessus, que peut-être jusqu'à 5 à 7 aussi épisodes par année. Donc là, c'est une indication de faire une amygdalectomie. Parce que tout simplement, c'est pour craindre, tu vois, ces complications qui seraient dues à une infection amygdalienne. Et d'autant plus aussi, qu'à un certain moment, que le système immunitaire maintenant donc de l'individu a pris le relais, donc les angines, tu vois, n'ont plus un intérêt, tu vois, par rapport à l'individu. Donc au niveau du système de défense, il y a d'autres relais qui ont pris la défense. Donc même si on les enlève, il n'y a pas quand même d'inconvénient.
Donc ça, c'est une indication. Si nous avons des angines à répétition, donc des patients qui vont nous faire des angines à répétition. Donc l'autre aussi indication, c'est aussi comme on l'a vu, malheureusement avec la lumière, on ne voit pas bien. Je pense aussi qu'on peut éteindre ici. Donc quand aussi nous avons des gens de grosses amygdales palatines, tu vois, presque jointives. Donc là, vous voyez que les amygdales palatines presque se touchent. Donc ça va donner des difficultés respiratoires, donc associées peut-être avec ce qu'on va voir tout de suite, une pharyngite. Donc il y a une obstruction des voies respiratoires supérieures, donc l'enfant aura quand même des difficultés ou bien la personne aura des difficultés pour respirer. Et donc là, il faudra quand même intervenir parce que tu vois qu'on peut avoir des syndromes d'apnée du sommeil. Donc ça, c'est la deuxième indication. Quand vous avez des amygdales palatines qui sont presque jointives, tu vois qu'obstruant la lumière oropharyngée, il faut quand même les opérer. La troisième aussi indication, c'est que quand vous avez aussi une complication, que ce soit une complication locale, donc dans le cadre de phlegmon périamygdalien, il faut aussi intervenir, il faut peut-être aussi opérer. Et maintenant, dans ce cas, l'intervention se fera aussi à froid, donc à un délai de 1 à 2 mois après l'épisode de phlegmon périamygdalien. Tout simplement parce qu'avec l'inflammation, donc la chirurgie quand même un peu délicate, il y a un risque de saignement important. Donc, quatrième aussi hypothèse, indication, c'est quand aussi vous avez une halitose. Donc, des gens aussi qui vont vous dire que, donc, docteur, j'ai quand même une mauvaise haleine, tu vois, ça ne sent pas bien, ils sont aussi gênés, tu vois quoi. Donc, surtout aussi les belles dames. Mais il faudra aussi quand même, avant peut-être d'aller opérer, rechercher une autre cause. Parce que dans l'halitose, on peut retrouver une étiologie amygdalienne, on peut retrouver une étiologie, c'est-à-dire un reflux gastrique, on peut retrouver aussi une sinusite, on peut aussi retrouver une carie dentaire. Donc après avoir éliminé toutes ces étiologies-là, on peut aussi maintenant donc lui proposer de faire une amygdalectomie. Donc c'est ça, en tout cas, en quelque sorte, les indications de faire une amygdalectomie. Donc, mais à chaque fois, peut-être que vous recevez quelqu'un qui fait une angine, donc si à la première consultation, on peut le mettre en traitement, une antibiothérapie, tout, mais après, maintenant, il faudra peut-être aussi essayer de référer maintenant en ORL pour qu'on puisse évaluer et voir. À côté de ces angines, il y a aussi la rhinopharyngite aussi aiguë. Donc, c'est une infection des voies respiratoires supérieures qui survient le plus souvent entre 6 mois et 5 ans, donc c'est toujours la période d'immaturité et ça fait aussi partie toujours des maladies d'adaptation chez l'enfant. Donc la cause, elle est le plus souvent virale, donc on a le rhinovirus qui est le plus souvent responsable de cette infection. Et sur le plan clinique, donc il y a ce qu'on appelle le syndrome adénoïdien, donc l'enfant il est là, il a la bouche ouverte parce que les narines sont bouchées. La nuit, il va ronfler quand même beaucoup. Tu vois, il va avoir aussi une rhinorrhée, que ça soit peut-être séreuse ou bien aussi après sur infection purulente. Tu vois, et puis maintenant aussi avec un faciès un peu en bouffissure de visage. Donc l'enfant ne donne pas bien la nuit. Donc il y a aussi toujours un retard au niveau de la scolarité. Tu vois, mais le plus dangereux, c'est-à-dire que c'est le syndrome d'apnée du sommeil. Donc quand vous interrogez les parents, ils vont vous dire que donc l'enfant, à un certain moment de la nuit, il se réveille, il y a un réveil brutal, tu vois, comme s'il sursautait, parce que tout simplement, avec l'obstruction donc au niveau nasal et au niveau cavité buccale, donc il ne parvient plus à recevoir de l'air, donc ce qui fait qu'il y a quand même une apnée, il y a un manque d'air, l'enfant donc sursaute en pleine nuit. Donc ça, c'est des symptômes donc, qui nous font penser à une rhinopharyngite aiguë. Maintenant, sur le plan aussi paraclinique, il y a un petit peu la radiographie du cavum qui est des fois quand même demandée, mais qui n'a pas aussi quand même trop d'importance parce que l'indication chirurgicale ne va pas dépendre de la radiographie, mais ça va juste dépendre comme de la pathologie, de la clinique. Mais c'est aussi quand même une infection qui est très pourvoyeuse de complications, et là aussi vous allez comprendre des rapports anatomiques avec le cavum. Donc il y a la trompe d'Eustache qui s'abouche au niveau de la paroi latérale du cavum et qui a un rôle de système de ventilation. Et c'est aussi qu'on va revoir après, juste quand on va traiter aussi le chapitre des infections otologiques. Mais juste pour aussi comprendre, quand il y a une inflammation au niveau peut-être du cavum, donc
Cette inflammation va diminuer le système de fonctionnement de la trompe d'Eustache. Donc on va parler d'un dysfonctionnement tubaire. Parce que la trompe d'Eustache joue quand même parmi ses rôles donc il y a un système, il est constitué d'un système de cils qui permettent de drainer les sécrétions au niveau de la caisse du tympan. Mais en plus aussi, il permet d'aérer le tympan, donc d'équilibrer les pressions extérieures et les pressions donc, antérieures. Maintenant, quand il y a une inflammation ou bien une infection de ce canal, il y a une accumulation des sécrétions au niveau du conduit, au niveau de la caisse du tympan, et au fur et à mesure, ça va donner une infection. Mais comme aussi le cavum, ça fait partie au niveau du système des voies aériennes supérieures, donc on peut aussi avoir des complications de sinusite, donc une complication aussi de laryngite, parce que l'infection donc peut aussi descendre et aussi infecter le larynx, et on va avoir une laryngite. Comme aussi autre complication, ça dit que c'est les adénites. Donc quand on traitera aussi les urgences en ORL, on va parler beaucoup plus de l'abcès rétropharyngé. Donc tu as une complication de syndrome adénoïdien, donc ça dit que c'est des adénopathies qui sont infectées au niveau derrière le pharynx et qui constituent quand même une urgence très vitale, parce que ça va augmenter le risque d'asphyxie de l'enfant, et l'enfant aura quand même énormément de difficultés pour respirer, et donc là ça peut amener quand même hypoxie cérébrale. Donc ça, c'est les complications, les pourvoyeurs de ces infections de rhinopharyngite aiguë. Sur le plan aussi thérapeutique, comme tout à l'heure avec les angines, il y a toujours un volet médical et aussi un volet donc chirurgical. Ce qui fait des fois aussi que la pathologie ORL, en tout cas la spécialité donc ORL, c'est une spécialité, tu vois, médico-chirurgicale. Donc il y a une partie médicale et une partie aussi chirurgicale. Donc il y a les mesures hygiéno-diététiques qui sont préconisées et qu'il faut aussi quand même insister. Tu vois, ça dit que le plus souvent, on demande quand même aux mamans, tu vois, d'arrêter tout ce que tu railles, la poussière, tu vois, comme la maison soit aérée. S'il y a quand même une moquette, il faut nettoyer ça, éviter les ventilos, éviter le clim, éviter des parfums forts, éviter aussi que l'enfant joue avec les animaux domestiques, c'est-à-dire le chat ou bien le chien, tout ça, parce que c'est des facteurs aussi qui peuvent favoriser cette hypertrophie des végétations adénoïdes. Maintenant, sur le plan thérapeutique, si aussi il y a un syndrome d'apnée du sommeil, là aussi il y a une indication d'aller quand même enlever les VG, parce que tout simplement ils sont en train d'obstruer la filière respiratoire et qu'ils peuvent aussi quand même amener une mort subite. Donc, maintenant, si aussi au bout d'un traitement médical bien adapté, avec aussi des mesures hygiéno-diététiques bien adaptées, l'enfant aussi continue toujours quand même à faire des infections pour craindre aussi ces complications. Donc on peut aussi lui proposer une adénoïdectomie, enlever aussi les végétations adénoïdes. Donc ça, c'était les infections le plus souvent dites d'adaptation qui surviennent le plus souvent chez les enfants. Donc c'est très rare aussi de voir ces infections chez l'adulte, parce que s'agissant des végétations adénoïdes, il faut aussi comprendre qu'avec l'âge, on va avoir quand même une atrophie. Donc vers 10 à 12 ans, on a quand même une atrophie. C'est pourquoi c'est très rare de voir quand même un adulte faire des végétations adénoïdes. Maintenant, pour ce qui est aussi d'une laryngite aiguë, qui constitue tout simplement une inflammation de la muqueuse. Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Iwa